Au sommet de Niamey, un silence a précédé la phrase qui allait bouleverser l'équilibre du Sahel. Ibrahim Traoré, d'un ton calme mais tranchant, a exclu 2 pays de la future confédération, provoquant un murmure d'incrédulité parmi les délégations. Ce geste, apparemment technique, cache un signal bien plus profond. Qui décide encore de l'avenir africain? Les peuples ou les puissances étrangères? Dans cette scène restée presque hors caméra, se joue peut-être la véritable indépendance du continent. L'annonce d'Ibrahim Traoré n'était pas un simple refus diplomatique, c'était une déclaration d'indépendance. Elle promettait au peuple du Sahel un avenir fondé sur l'autonomie, la dignité et la cohérence régionale. 3 piliers d'une souveraineté enfin assumée. En rompant avec les logiques d'allégeance économique, il réaffirmait que la force politique naît du lien culturel, pas des crédits étrangers. Cette promesse, pourtant, repose sur un fil. Comment construire une unité solide dans une région fragmentée par des décennies de tutelles et de rivalités importées? Les enjeux dépassent la géographie. Ils touchent à la définition même de ce que signifie être libre, être africain, être maître de son destin. Et c'est précisément là, dans cette tension entre idéal et contrainte, que se joue la crédibilité du projet de Traoré. Lors du sommet tenu à Niamey en août 2024, moins de 25 minutes ont suffi pour redéfinir la carte politique du Sahel. En 2 phrases, Ibrahim Traoré a mis fin aux espoirs d'adhésion de la Côte d'Ivoire et du Ghana à la jeune confédération, invoquant la cohérence économique et l'indépendance stratégique. Ce choix, d'apparence brusque, avait été mûrement préparé. Pendant des mois, des conseillers burkinabés avaient examiné les indicateurs de dépendance extérieure, les flux financiers liés au franc CFA et la structure des dettes publiques. Les résultats parlèrent d'eux-mêmes. Plus de 70% des échanges ivoiriens restent arrimés à des institutions françaises, tandis que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont réorienté plus du tiers de leur commerce vers des partenaires africains ou asiatiques. Pour Traoré, la divergence n'était plus seulement idéologique, elle était devenue statistique. Admettre des économies trop intégrées à Paris revenait à importer les hiérarchies que le Sahel tente précisément de briser. L'enjeu n'était donc pas d'élargir la Confédération à tout prix, mais de la protéger d'une dilution de sens. À travers cette décision, il voulait bâtir une union d'égaux, affranchie des tutelles monétaires et politiques. Les observateurs présents à Niamey ont perçu dans son ton un mélange de fermeté et de désillusion. Le rêve panafricain ne survivrait que s'il acceptait d'être sélectif. Cette sélectivité, critiquée par certains, s'inscrit pourtant dans une logique d'autodéfense historique. Après des décennies de promesses d'aide jamais tenues, la souveraineté exige désormais un tri clair entre solidarité et dépendance. Le mini-révélateur de Niamey n'était donc pas l'exclusion, mais la frontière, celle qu'un continent redessine pour se reconnaître lui-même. À Paris, la réaction fut immédiate. Emmanuel Macron, lors d'une réunion fermée à l'Élysée, aurait qualifié la décision de Traoré d'acte hostile déguisé en idéalisme. Quelques diplomates français, plus lucides, y ont vu au contraire le signe d'un basculement inévitable. La fin d'un siècle d'influence continue dans le Sahel. Du côté d'Abidjan, le président ivoirien a tenté de minimiser l'affaire, parlant d'un malentendu stratégique. Pourtant, en coulisses, ses conseillers économiques craignaient déjà les répercussions d'une marginalisation progressive vis-à-vis du bloc sahélien. À Accra, le gouvernement ghanéen a adopté un ton plus conciliant, insistant sur la complémentarité plutôt que sur la rivalité. Mais le signal avait été reçu. La nouvelle géométrie africaine se dessinait sans eux. Dans les rues de Ouagadougou, les réactions furent d'une intensité rare. Les jeunes y ont vu la preuve que le pouvoir peut enfin dire non sans trembler. Les médias locaux parlaient d'un tournant de dignité, tandis que les chancelleries européennes redoutaient l'effet domino. Derrière ces échanges officiels, une certitude s'imposait. La diplomatie du Sahel venait d'entrer dans une ère de réciprocité, où la parole africaine ne serait plus un simple écho. Et si ce moment marquait le début d'une contagion géopolitique irréversible? Tout commence quelques jours avant le sommet. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré réunit son cercle rapproché dans une salle sans caméra, carte du Sahel étalée sur la table. Sur l'une d'elles, 3 flèches rouges convergent vers un mot écrit en capitale, « Souveraineté ». Le plan est simple, consolider le noyau Burkina-Mali-Niger, puis annoncer publiquement la ligne rouge. Le matin du 17 août 2024, l'avion présidentiel décolle à 6h40, direction Niamey. Traoré reste silencieux.
relisant les notes d'un discours qu'il sait explosif. Son entourage craint la réaction des délégations pro-françaises, surtout celle d'Abidjan. À son arrivée, le protocole est minimal. Les symboles sont chargés. Drapeau sahélien côte à côte, absence remarquée de l'Union européenne. La séance d'ouverture dure 42 minutes. Puis vient la prise de parole du Burkina Faso. Traoré s'avance, sans texte, sans pupitre. Sa voix tranche le brouhaha. L'unité ne se construit pas sous tutelle. Quelques secondes de silence, puis des murmures, les caméras basculent. Dans la salle, des regards se croisent. Certains comprennent que la rupture est officielle. Ils citent des chiffres. 80% de nos échanges vont encore vers les anciennes métropoles. Le message est clair. Ce modèle est terminé. À 11h02, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont formellement exclus des discussions préparatoires. La tension grimpe. Des diplomates quittent la salle, d'autres appellent discrètement leur capitale. Le Mali applaudit. Le Niger suit. Le soir même, les réseaux sociaux sahéliens explosent. Hashtag en Mouré, en Bambara, en Haoussa. Traoré a dit non. Les vidéos atteignent 2 millions de vues en 24 heures. Des manifestants brandissent des pancartes. L'Afrique aux Africains. Mais derrière l'euphorie, les chancelleries s'activent. Paris convoque une réunion d'urgence. Abidjan envoie des émissaires discrets vers Lomé. Le Tchad, jusque-là observateur, demande un entretien bilatéral. 3 jours plus tard, la presse française parle d'un séisme régional. Les analystes évoquent la fin du pacte post-colonial. À Ouagadougou, les rues sont calmes, presque solennelles. Les affiches du président fleurissent sur les murs, mais sans slogan. Un visage, un drapeau, une devise, unis, libres, égaux. Le message est passé. La Confédération du Sahel n'est plus un rêve, c'est un acte. Et pourtant, une question demeure. Jusqu'où Traoré peut-il aller sans provoquer un isolement total? Avant le tournant de Niamey, plus de 72% des échanges commerciaux du Burkina Faso transitaient par des circuits bancaires liés à la zone franc. Ce chiffre, issu des rapports de la BCEAO, illustre l'ampleur d'une dépendance silencieuse. 3 transactions sur 4 passaient encore par des institutions adossées au Trésor français. Depuis l'annonce de la Confédération, cette part a chuté à 48% en moins d'un an, selon les données croisées de l'Institut national de la statistique. Cette baisse de 24 points n'est pas anodine. Elle traduit un réalignement des flux vers des partenaires africains et asiatiques, principalement l'Algérie, la Turquie et la Chine. Dans le même temps, les investissements publics en provenance de l'Europe ont reculé de 35% entre 2023 et 2024. Pour beaucoup d'économistes, ce retrait soudain aurait pu provoquer une crise budgétaire. Mais le gouvernement de Ouagadougou a compensé cette perte par une hausse équivalente des contributions régionales et des échanges directs en matières premières. Le paradoxe est là, moins de dépendance extérieure, mais davantage de stabilité interne. Ibrahim Traoré résume souvent cette logique en une formule « Ce que nous perdons en subventions, nous le regagnons en cohérence ». Derrière la rhétorique, les chiffres confirment une stratégie de transfert. Remplacer l'aide conditionnelle par la production locale et la mutualisation sahélienne. Le budget commun de la Confédération, encore modeste, a déjà mobilisé 420 millions USD, dont 60% issus des 3 États fondateurs. Ce mécanisme, inspiré des modèles coopératifs asiatiques, vise à financer la sécurité et les infrastructures sans tutelle extérieure. Les effets ne sont pas qu'économiques. La perception du pouvoir change. À Ouagadougou, 68% des jeunes interrogés disent « faire confiance à la voie interne », contre 41% un an plus tôt. Cette évolution sociopolitique, mesurée par Afrobaromètre, traduit un basculement mental plus profond que les statistiques ne peuvent décrire. En liant souveraineté monétaire et fierté identitaire, Traoré transforme une réforme financière en acte culturel. La Confédération devient alors une école d'émancipation, où chaque indicateur chiffré porte un sens politique. Pourtant, certains observateurs s'interrogent, ce recentrage économique peut-il survivre sans l'accès aux capitaux occidentaux? Et jusqu'où la cohésion sahélienne tiendra-t-elle face aux tensions internes? Ces questions, lourdes mais inévitables, annoncent déjà le prochain affrontement idéologique. Les adversaires du projet sahélien affirment qu'Ibrahim Traoré a confondu indépendance et isolement. Selon eux, refuser l'intégration de pays économiquement plus solides comme la Côte d'Ivoire reviendrait à priver la Confédération d'un poids financier crucial. Ils soulignent que la rupture avec Paris ou Bruxelles
pourrait ralentir les investissements directs et compromettre les exportations agricoles, surtout le coton et l'or. Certains diplomates européens, plus prudents, évoquent un risque de autarcie déguisée, craignant un vide stratégique que d'autres puissances, la Russie, la Chine, la Turquie, s'empresseraient de combler. Dans cette lecture, le Sahel passerait simplement d'une tutelle à une autre. Les partisans de Traoré, eux, répondent avec des chiffres et une logique géopolitique. Ils rappellent que les flux d'aide publique au développement ont chuté de 42% en 10 ans, sans amélioration notable des indicateurs de pauvreté. La dépendance n'a donc pas produit la stabilité promise. Ils citent aussi l'exemple du Mali, qui, depuis sa sortie progressive du giron occidental, a augmenté de 27% ses recettes minières grâce à la renégociation des contrats. Pour eux, l'autonomie n'est pas une fermeture, mais un recalibrage. Produire selon ses besoins, plutôt que selon les quotas du marché mondial. Entre ces deux visions, une ligne de fracture se dessine, celle qui oppose la prudence économique à la dignité politique. Traoré ne nie pas le risque, mais il en change la valeur. L'incertitude devient un prix légitime de la liberté. Ses proches parlent d'un pari mesuré, fondé sur la conviction que les peuples du Sahel préfèrent la lenteur souveraine à la vitesse sous condition. Le débat reste ouvert, mais une certitude émerge. Les désaccords actuels redessinent déjà la carte des alliances futures. Et au cœur de ce tumulte, un mot revient sans cesse, cohérence. Une semaine après le sommet de Niamey, une nouvelle dynamique s'amorce. Ibrahim Traoré reçoit à Ouagadougou le ministre tchadien de la Culture. La rencontre, discrète, ne dure qu'une heure, mais l'annonce tombe comme un éclair. Le Tchad est invité à rejoindre la Confédération du Sahel. Ce geste surprend, car N'Djamena n'appartient pas à la zone CEDEAO. Pourtant, ses liens culturels, linguistiques et militaires avec le Sahel sont profonds. Traoré voit dans ce pays un miroir du courage et de la continuité africaine. Les diplomates occidentaux y lisent plutôt un avertissement. La Confédération ne se referme pas, elle s'étend. D'un bloc régional contesté, elle devient une plateforme d'équilibre entre le Maghreb et l'Afrique centrale. Le message est limpide. L'unité sahélienne ne cherche pas l'isolement, mais la densité. Ce tournant oblige les observateurs à revoir leur grille de lecture. L'exclusion du sud-ouest trouve soudain son contrepoids au nord-est. Et derrière les chiffres et les cartes, une question s'installe. La Confédération peut-elle encore contrôler son propre élan? Dans un élan de transformation, les gouvernements membres réagissent rapidement. Les budgets de défense, autrefois calibrés selon les aides extérieures, sont désormais alignés sur les contributions internes. Une hausse moyenne de 22% des dépenses communes a été enregistrée en 2025, financée en majorité par les recettes minières et les partenariats régionaux. Les ministères de l'économie de Niamey et Bamako ont salué une décolonisation budgétaire progressive. Mais cette autonomie accrue exige discipline et transparence. Les audits conjoints, lancés sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, deviennent la nouvelle monnaie de confiance politique. Les entreprises locales, elles aussi, s'adaptent à ce changement. Privées de facilités européennes, elles se tournent vers des consortiums africains et asiatiques. Les échanges avec Alger, Addis Abeba et Ankara ont augmenté de 31% selon la Chambre du commerce du Sahel. Ce redéploiement, laborieux mais concret, favorise l'émergence de chaînes d'approvisionnement continentales. Pour la première fois, l'industrie sahélienne parle d'indépendance logistique, un concept autrefois réservé aux grandes puissances. Cependant, la concurrence reste rude, et la Confédération doit encore prouver qu'elle peut produire à coût compétitif sans aides extérieures. Pour les citoyens, le changement touche davantage l'imaginaire collectif. Les sondages indiquent que 74% des jeunes voient la Confédération comme un espoir de justice économique. Les campagnes de formation militaire et civique lancées au Burkina Faso renforcent ce sentiment de participation directe. Les récits d'Ibrahim Traoré circulent dans les écoles et sur les radios communautaires comme ceux d'un héros de cohérence et de courage. Pour beaucoup, l'indépendance devient un apprentissage quotidien, non un slogan. Au-delà du Sahel, une onde de choc se propage. Le Sénégal reconsidère sa relation au franc CFA. La Guinée multiplie les signaux de rapprochement. La pression populaire pousse d'autres gouvernements à repenser leurs alliances. Les chancelleries occidentales, elles, s'adaptent. Moins d'influence, mais davantage d'écoute contrainte. Dans les cercles géopolitiques africains, on parle d'un axe de réciprocité, où chaque négociation doit désormais s'ouvrir par une question. À qui cela profite-t-il?
Cette redistribution silencieuse de pouvoir traduit l'essence même de la révolution sahélienne. Le projet de Traoré cesse d'être une utopie pour devenir un prototype politique. Mais plus la Confédération gagne en cohésion, plus elle attire la méfiance. C'est là le prix paradoxal de l'indépendance. Être libre, c'est aussi être observé. Dans une perspective optimiste, la Confédération renforce ses institutions sans confrontation directe avec l'Occident. Les accords de coopération interne s'élargissent, le Tchad officialise son adhésion, et la coordination sécuritaire produit ses premiers résultats tangibles. Les échanges interrégionaux croissent de 15%, l'inflation se stabilise, et le franc sahélien, projeté en test, inspire confiance. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré se transforme en symbole continental de gestion sobre et ferme. Si cette stabilité se maintient, le Sahel pourrait devenir un laboratoire africain d'autonomie collective. Dans une perspective plus réaliste, la Confédération avance, mais sous contrainte. Les divergences internes, notamment entre Niamey et Bamako, ralentissent la mise en œuvre des politiques communes. Les flux économiques se maintiennent, mais les tensions frontalières persistent. L'Europe, prudente, adopte une stratégie de distance utile, ni rupture, ni soutien clair. Dans ce contexte, la survie du projet dépend de la patience politique et de la cohérence narrative. À condition que chaque capitale privilégie la transparence à la rivalité, la Confédération pourra franchir ce cap fragile. Dans une perspective plus sombre, une baisse prolongée des recettes minières ou un choc sécuritaire pourrait éroder la confiance populaire. Les puissances extérieures exploiteraient alors les divisions pour réintroduire leur influence. Mais même dans cette hypothèse, le paradigme a changé. Les populations ont goûté à l'idée de souveraineté. Et ce goût ne disparaît pas. Si les institutions échouent, l'esprit du Sahel survivra dans les consciences. 3 chemins, 3 rythmes, un même fil rouge. La cohérence face au compromis. Le futur de la Confédération ne se lira pas dans les chiffres, mais dans la constance de sa volonté. Dans les ruelles poussiéreuses de Ouagadougou, les conversations ont changé de ton. On parle moins de survie et davantage de dignité. Pour beaucoup, le nom d'Ibrahim Traoré ne renvoie plus seulement au pouvoir, mais à la possibilité d'un avenir qui leur appartient. Les jeunes, surtout, voient dans la Confédération du Sahel un miroir de leurs frustrations et de leurs ambitions. Un espace où l'on peut enfin dire « nous » sans permission étrangère. Dans les marchés, les taxis, les écoles, cette idée circule comme une onde lente. Des femmes commerçantes racontent que les produits venus du bloc se vendent mieux, parce qu'ils sont à nous. Les radios locales diffusent des débats sur la souveraineté, autrefois réservés aux élites. Cette diffusion horizontale du discours transforme la politique en culture. Mais la fierté seule ne suffit pas. Les défis restent immenses. Chômage, sécurité, inégalité territoriale. Et pourtant, quelque chose s'est déplacé dans les esprits. La résignation recule. Un enseignant de Dori résume ainsi l'état d'esprit collectif. Nous avons cessé de demander. Nous avons commencé à construire. Pour que cette énergie ne se perde pas, 2 leviers sont essentiels. L'éducation et la transparence. Former, expliquer, partager les résultats. Voilà la vraie bataille de la cohérence. C'est elle qui décidera si le rêve sahélien devient un système durable ou un simple élan de circonstances. Et derrière cette patience civile se profile déjà la question suivante. Comment organiser l'action? Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un plan d'action se met en place. Chaque État membre doit consacrer 2% de son PIB à la défense commune. Les bataillons mixtes Front du Sahel opèrent déjà sur 4 zones frontalières, appuyées par un centre d'analyse à Ouagadougou. Objectif: réduire de 30% les incursions transfrontalières d'ici fin 2025. Le Mali pilote la construction de 3 parcs solaires régionaux. La production combinée visée atteint 400 MW, de quoi alimenter 2 capitales sans importation. L'indépendance passe aussi par la lumière. Basé à Niamey, un fonds finance les infrastructures agricoles et numériques. Chaque projet est audité trimestriellement et soumis à publication publique. La transparence devient la première ressource commune. Les programmes scolaires intègrent désormais l'histoire récente du panafricanisme. Enseigner la dignité avant la diplomatie, voilà la ligne de Traoré. Une plateforme de données interétatiques permet de suivre les budgets, contrats et indicateurs de sécurité. Pour la première fois, les citoyens peuvent consulter en ligne les dépenses publiques régionales. Ces leviers forment la colonne vertébrale d'une souveraineté mesurable, une indépendance qui se chiffre autant qu'elle s'enseigne. Et c'est dans cette précision, plus que dans les discours,
que le projet sahélien trouve sa crédibilité. La dernière image du sommet de Niamey reste gravée dans les mémoires. Ibrahim Traoré, debout, le poing fermé sur la table, entouré d'un silence dense. Autour de lui, les drapeaux des 3 États fondateurs semblaient plus lourds qu'à l'accoutumée, comme s'ils portaient le poids d'une promesse tenue. Depuis, cette scène circule dans tout le Sahel, sur les murs d'écoles, dans les dessins d'enfants, dans les chants improvisés des radios rurales. Elle est devenue un symbole d'équilibre, ni triomphal, ni défensif, celui d'une parole qui n'a pas tremblé. À Ouagadougou, certains racontent que cette journée a rendu le silence politique plus rare. Désormais, il faut répondre, construire, proposer. Traoré n'a pas clos un débat, il en a ouvert 100. Et derrière la solennité de son geste se cache une idée simple. L'Afrique n'attend plus qu'on la sauve. Elle a décidé d'exister, entière, consciente, déterminée. La Confédération du Sahel n'est pas qu'un projet politique. C'est une conversation à ciel ouvert entre les peuples et leur histoire. Chaque décision, chaque débat, chaque critique participe à une redéfinition du mot « indépendance ». Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré n'est ni un prophète ni un rebelle, mais un déclencheur. Celui qui a rappelé qu'un continent peut encore se lever sans permission. Ce qui commence à Ouagadougou dépasse les frontières. Il s'agit d'une mémoire qui s'organise, d'un futur qui s'esquisse avec lenteur, mais certitude. Et peut-être que la vraie révolution ne se joue pas dans les sommets ou les discours, mais dans la patience quotidienne des citoyens qui refusent de redevenir spectateurs. L'Afrique du Sahel cherche ses réponses, et chacun de nous en fait partie. Alors, que signifie pour vous la liberté lorsqu'elle n'a plus besoin d'autorisation ?